Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour parler de sommeil et en particulier de mauvais sommeil. C'est quand même un motif fréquent de consultation et on va essayer aujourd'hui de voir s'il y a des possibilités de mettre en place des choses naturelles, que ce soit des petits rituels, des choses à mettre en place dans le quotidien, ou alors est-ce qu'il existe même des plantes qui auraient prouvé une efficacité justement sur l'amélioration du sommeil. Et on mettra un petit mot à la fin quand même sur les médicaments, mais que je vais mettre un petit peu en parenthèse dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo on va s'intéresser justement sur certaines choses simples, potentiellement efficaces, qu'on peut mettre en place pour améliorer son hygiène de sommeil. Du coup, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu vous intéresse. On est bientôt 80 000 au moment où justement je filme cette vidéo. Ça m'encourage. Donc je vous invite à vous abonner. Petit mot un petit peu technique aujourd'hui. Comme je ne suis pas au cabinet, j'ai branché ce micro externe. On va voir un petit peu s'il y a un changement au niveau du son. Faites-moi un petit peu vos retours. Enfin bref, on entre dans le vif du sujet avec justement le mauvais sommeil. Il existe différents types en tout cas de perception de mauvais sommeil. On va avoir les gens qui vont avoir du mal à s'endormir. On va avoir les personnes qui vont avoir des réveils fréquents durant la nuit ou alors qui vont avoir un réveil précoce avec une impossibilité justement de se rendormir. À côté de ça, on a les gens qui ont l'impression aussi d'avoir un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Si vous êtes concerné par le mauvais sommeil, faites-moi savoir un petit peu en commentaire justement dans quelle catégorie vous vous situez. Enfin bref, on va revenir un petit peu sur l'anatomie entre guillemets du sommeil. Le sommeil, ça va alterner des cycles qui vont aller de 90 à 120 minutes. Ça va dépendre un petit peu des gens. Et on peut avoir des petits éveils qui sont en général inférieurs à 3 minutes entre ces cycles. Et chez les personnes jeunes, en général, on ne se souvient pas trop justement de ces petits éveils qui peuvent être perçus fortement chez des personnes plus âgées et donner alors cette impression vraiment de sommeil trop fragmenté, et ça va jouer sur cette sensation de justement mauvais sommeil. Maintenant, on va venir un petit peu sur les facteurs de risque qui peuvent justement potentiellement amener à ces situations de sommeil dérangé. En tout cas, quand il y a des facteurs de risque identifiables. Alors, on va évidemment trouver le stress de la vie de tous les jours, les stress, les événements personnels qui peuvent être amenés justement à avoir ce sommeil de mauvaise qualité. À côté de ça, on peut aussi avoir l'environnement, tout simplement, pour peu que vous ayez un voisinage bruyant, que vous ayez des travaux à côté de chez vous, que vous habitiez à côté justement d'une voie ferrée, ou tout simplement, parfois, que vous ayez des animaux à la maison, que vous ayez un bébé, ou que vous ayez justement un partenaire qui ronfle un peu trop fort. C'est des choses qui peuvent arriver. Après, évidemment, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, toutes les perturbations physiques, comme le fait d'être malade, d'avoir des douleurs physiques, d'avoir des crampes, de ne pas se sentir bien, d'avoir des soucis de santé, tout simplement. On peut avoir aussi toutes les perturbations liées au cycle, en fait, veille, sommeil avec le travail. Si vous avez un travail dans lequel vous faites souvent des nuits, ou si vous alternez justement entre des cycles de travail la nuit et la journée, ça peut impacter fortement justement la qualité de votre sommeil. Et à côté de ça, on peut ajouter évidemment la consommation de pas mal de substances qui peuvent altérer aussi la qualité de votre sommeil, avec par exemple le café, le tabac, l'alcool, mais on y reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo. Et j'ajouterai encore un petit point, eh bien les médicaments. Et oui, il existe des médicaments qui peuvent altérer aussi votre sommeil, comme par exemple la prise de corticoïdes, surtout si vous la prenez tard dans la journée, ça peut jouer sur votre sommeil. Après, il y a certains médicaments qui vont jouer plus sur la qualité, comme par exemple certains antidépresseurs d'ailleurs qui peuvent être source de cauchemars. Donc en tout cas, si vous avez ce genre de traitement et vous avez des manifestations comme ça qui altèrent la qualité du sommeil, c'est important aussi de le notifier au médecin prescripteur parce que souvent il y a des alternatives aussi et il faut un peu baisser la balance bénéfice, risque, etc. Il y a toujours moyen parfois d'ajuster soit les posologies, soit de changer de molécule pour justement avoir le meilleur sommeil. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Peut-être ce qui vous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est peut-être pour ça que vous avez cliqué. De quelle manière justement on peut améliorer en tout cas notre sommeil? Quels moyens on peut mettre en place de manière non médicamenteuse, de manière naturelle pour améliorer le sommeil? Eh bien, on va y venir tout de suite avec évidemment des choses qu'on peut mettre en place facilement et plutôt rapidement. Il est important d'éviter les repas trop abondants justement avant de dormir. Ça peut altérer la qualité de votre sommeil.
il est important aussi d'avoir une activité physique régulière. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes vidéos, mais effectivement, si on mangeait mieux et si on bougeait plus, c'est un slogan un peu connu, mais effectivement, on réglerait beaucoup de choses. Il y avait un commentaire marrant sur une de mes précédentes vidéos où un monsieur disait, ou une dame, je sais pas, parce qu'avec les pseudo YouTube, on sait jamais, qui disait, c'est marrant, vous dites toujours dans vos vidéos, il faut faire de l'activité physique et il faut manger mieux. Si on faisait ça, on n'aurait plus besoin de médecin. Alors, je ne sais pas si on n'aurait plus besoin de médecin, mais c'est sûr qu'on réglerait énormément de problèmes. En tout cas, pour le sommeil, je le répète, sans complexe, et oui, il faut avoir une activité physique régulière. Après, j'ai certaines personnes, en tout cas, qui présentent vraiment un trouble du sommeil, il est préférable peut-être de la faire en début de journée et d'éviter d'avoir une activité physique trop intense en fin de journée. Après, c'est un petit peu controversé, mais bon, ce sera un petit conseil à donner. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir une activité de manière régulière et éviter de manger de manière trop abondante le soir. Après, il est important aussi d'éviter de dormir la journée quand vous avez passé une mauvaise nuit. Imaginons que vous passez une mauvaise nuit, vous vous sentez fatigué, vous avez ce fameux coup de barre dans la journée. Si on peut maintenir une bonne pression de sommeil jusqu'au soir pour peut-être justement se rattraper sur la nuit suivante, c'est quand même mieux que de plonger dans la sieste et qui plus est, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. En général, quand on est très fatigué et qu'on succombe à la sieste, quand elle était prévue pour 15-20 minutes, en général, ce qui se passe, c'est qu'on se réveille 1h30, 2h, voire 3h après. Dites-moi un peu en commentaire si je suis le seul à me retrouver dans ce genre de situation. Tout à l'heure, je parlais d'environnement. Évidemment, l'environnement aussi de couchage est important. Il est important d'avoir un lit confortable, un matelas confortable, pas un matelas qui date d'il y a 15-20 ans, complètement creusé, qui vous met pas à l'aise durant la nuit. Il est important d'avoir une température confortable, pas trop chaude, pas le genre de température où quand vous allez mettre le drap, vous allez vous réveiller en sueur durant la nuit. C'est important aussi de réduire les bruits, de bien fermer, de bien isoler. Si ce n'est pas le cas, peut-être mettre des boules caisses. Et à côté de ça, l'idéal est de créer une ambiance très noire. Après, ça dépend des gens. Ça, on ne peut pas dire que c'est une règle pour tous. Il y en a qui ne supportent pas l'obscurité totale. Mais en tout cas, c'est vrai que pour certains, ça peut être une aide en plus pour justement améliorer le sommeil. Tout à l'heure, je parlais des substances à éviter. Alors, je reviens évidemment sur le café, sur le thé, sur le tabac et aussi sur l'alcool, même si pour certains, vous allez me dire, l'alcool, ça fait dormir. L'alcool, ça peut faire dormir, mais ça va favoriser aussi les réveils durant la nuit. Donc, en tout cas, à éviter avant de dodo. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle le contrôle par le stimulus, qui est une notion qui vient des thérapies cognitivo-comportementales et qui permet en fait d'associer finalement la chambre au sommeil. Et donc, pour vous donner des grands axes, eh bien, par exemple, il faut essayer de se coucher uniquement quand vraiment vous sentez que la fatigue est présente. Et ce, même si c'est plus tard que l'heure que vous aviez prévue. Ensuite, il est important d'utiliser le lit uniquement pour le dodo ou pour, vous m'avez compris, les petites activités d'adultes. J'y reviens pas trop, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le lit, ça doit rester le cocon pour faire dodo. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le lit, que vous n'arrivez pas à dormir, ça fait 20 minutes, vous tournez en rond, vous n'allez pas prolonger ce rituel hyper stressant, angoissant qui va pas forcément vous aider à mieux dormir. Sortez du lit, faites autre chose et revenez dans le lit au moment où justement le sommeil revient. Et après, même s'il faut recommencer ce rituel, eh bien c'est pas grave, vous recommencez tout doucement. Ça va faire partie de l'ensemble du package que vous allez mettre en place pour essayer d'améliorer la qualité de votre sommeil. Et pour finir sur ces petits points, eh bien, je vais parler de l'heure du réveil. Il est important de se réveiller à chaque fois à la même heure, et ce, même le week-end. En tout cas, je parle évidemment pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Si pour le sommeil ça va bien, faites ce que vous voulez le week-end. Mais vous, si vous êtes dans une phase où vous dites j'ai un mauvais sommeil et j'essaye de l'améliorer, eh bien fixez-vous une heure de réveil qui soit la même, que ce soit en semaine ou en week-end. Maintenant qu'on a bien parlé justement de toutes les choses qu'on peut peut-être mettre en place comme ça pour améliorer la qualité de son sommeil, je vais revenir sur des choses qu'on peut potentiellement prendre pour essayer de dormir un peu mieux. Alors il y a quelque chose, je sais que vous aimez bien quand on parle de ça, on va parler un peu de plantes, mais alors est-ce qu'il y a des plantes qui ont démontré une efficacité pour peut-être améliorer le sommeil? Alors je vais parler de la valériane, en tout cas des extraits de valériane, parce qu'il faut éviter de la prendre sous forme de poudre. La poudre de valériane contient ce qu'on appelle des vallépotriates qui peuvent
être sujet à une forme de toxicité. Donc on va éviter la poudre de valériane. Donc on va rester sur la valériane sous forme d'extrait de racine de valériane, soit sous forme aqueuse, soit sous forme hydroalcoolique. Mais si on est sur une forme du coup hydroalcoolique, on va rester sur un titre d'alcool faible, autour de 30%. On ne va pas aller avec du 70%. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alcool, des problèmes de sommeil. En tout cas, poudre de racine de valériane, est-ce que justement ça a montré une efficacité? Bien, il y a des études qui sont attardées sur le sujet qui montrent une efficacité modeste. Donc en tout cas, ça se tente. Effectivement, ça peut chez certaines personnes peut-être améliorer la qualité du sommeil et franchement du coup c'est un plus qu'on peut mettre à notre panel de tout ce que j'ai dit, justement tout ce que j'ai cité auparavant potentiellement pour améliorer justement votre sommeil. Donc retenez bien, pas de poudre, mais plutôt les extraits de racines de valériane. Et attention à la ballotte, qui est une forme d'ailleurs de valériane, mais qui elle n'a pas démontré d'efficacité. En tout cas, il n'y a pas d'études sur le sujet. Et je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet. Et pour le coup, elle est potentiellement peut-être toxique pour le foie. Donc voilà, si on retient un mot sur la valériane, on retient extrait de racine de valériane, soit sous forme aqueuse, soit sous forme hydroalcoolique, mais avec une teneur en alcool faible. Pour ce qui est des autres plantes sur lesquelles potentiellement vous aurez entendu une efficacité sur le sommeil, comme par exemple la mélisse, le tilleul, l'oranger ou la verveine odorante, alors il n'y a pas d'efficacité clinique démontrée forcément, mais en tout cas il n'y a pas d'effet indésirable notoire et le fait de le prendre, ça peut faire une sorte de rituel pré-sommeil dans lequel justement vous allez trouver une forme d'apaisement et qui va du coup potentiellement aussi vous aider à mieux dormir. Donc en tout cas, si vous trouvez que ça vous fait du bien, si vous appréciez, si vous aimez, si vous voulez tenter, eh ben, n'hésitez pas à le faire et voyez un petit peu d'ailleurs ce que ça donne et peut-être que chez vous, ça vous fera justement un bien qui vous permettra de mieux dormir. Et après, enfin, on arrive sur la partie médicaments que je vais raccourcir parce que le médicament, du coup, là, ça va être de l'ordre de mon domaine, entre guillemets, du médecin. C'est le médecin qui va le prescrire en fonction du cas par cas, en fonction de la personne, en fonction du terrain de la personne, de son âge, de ses problèmes de santé, du fait qu'elle n'arrive pas à dormir depuis très longtemps ou du fait que c'est une période courte liée à un stress, etc. Donc il faut vraiment tout juger, tout analyser. Est-ce qu'elle prend d'autres médicaments à côté? Est-ce qu'elle a des antécédents de dépendance? Donc vraiment, voilà, il faut juger, c'est un travail au cas par cas. Donc ça, c'est de l'ordre vraiment du médical, du côté du médecin. Mais il existe effectivement des molécules qu'on peut prescrire en cas de trouble du sommeil. Et alors, il va y avoir différentes molécules. On va avoir des molécules qui font partie de la famille des antihistaminiques qui peuvent justement aider certaines personnes à trouver le sommeil. Après, on va avoir certaines molécules de la famille des benzodiazépines qui sont des anxiolytiques parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir du fait justement d'angoisse, de stress, d'anxiété très importante. Alors là, on va essayer de privilégier les benzodiazépines avec des demi-vies courtes, c'est-à-dire juste pour trouver l'effet endormissement, mais en fait sans effet finalement au réveil. Donc on va rester là-dessus. Et enfin, il y a un traitement, mais j'avoue, je ne le prescris jamais, en tout cas en primo-prescription, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes que je vois qui ont ce médicament depuis longtemps, donc évidemment, je ne vais pas dire on arrête tout, ils vont faire un syndrome de sevrage, mais il y a des personnes qui prennent du zopiclone ou du zolpidem, qui sont des médicaments apparentés aux benzodiazépines, mais voilà, avec lesquels on va avoir un faux risque d'accoutumance, de dépendance, et franchement, pour le cerveau au long terme, c'est pas top. Je vais dire un petit mot aussi sur la mélatonine, je l'avais évoqué dans ma vidéo sur la dépression hivernale en disant que justement chez certaines personnes on va avoir une diminution de la sécrétion de mélatonine sur la période automne-hiver qui peut jouer en tout cas sur la dépression d'hiver et que potentiellement dans les solutions qu'on peut apporter c'est l'apport de mélatonine. Mais en tout cas pour le sommeil, en termes d'efficacité, par rapport à un placebo, c'est pas forcément plus efficace. En tout cas, c'est pas sûr. Du coup, est-ce que c'est bon ou pas d'en prendre? Bon, c'est toujours la même chose avec les médicaments. Tous les médicaments ne sont pas anodins. Il y a toujours possibilité d'effets indésirables. Qui plus est, la mélatonine est un inducteur enzymatique, c'est-à-dire qu'on peut interférer avec d'autres médicaments, par exemple la contraception. Donc, il peut y avoir risque de grossesse si on prend mélatonine et pilule. Ça reste un risque. Enfin bref, ça peut être une alternative proposée. En tout cas, comme je vous l'ai dit, là, c'est de l'ordre de la consultation au cas par cas pour juger si justement la balance bénéfice-risque est pour ou contre. Et voilà, c'était un petit peu le mot de la fin pour terminer cette vidéo. J'espère
qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager si vous avez des personnes qui vous pensez sont peut-être concernées par le problème. Et si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, j'espère vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi peut-être des idées, pas des idées j'en ai plein, mais en tout cas des sujets sur lesquels vous voudriez peut-être que je m'arrête. Enfin bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.